Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Au sommaire de l'actualité, la grève qui se durcit du côté de la Colas. Et pour en parler avec nous, Bouraïma Amada, délégué syndical CGT. Bonsoir. Bonsoir. Alors cela fait une semaine que la grève a débuté à la Colas et aujourd'hui un tournant a été pris puisqu'un événement s'est produit. Vous nous en parlerez tout à l'heure dans ce journal. Vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau, Elad Chakrina. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous êtes candidat aux législatives pour la Serco 1 et vous représentez bien sûr les Républicains. Vous nous parlerez tout à l'heure de votre candidature, également de votre projet pour Mayotte. Vous restez avec nous Elad, on en parle tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 17 mai. Le ton monte du côté de la Colas. En effet, ce matin, l'ambiance était très tendue entre les grévistes et des cadres de la société. En cause, aucune discussion n'est prévue entre les deux parties, malgré la promesse de la DIECT d'ouvrir des négociations. La spirale de 2015 se profile à nouveau. Explication. Ce matin, le centre équestre d'Ajangwa a ouvert ses portes aux scolaires et aux enfants des associations d'aide au handicap. Au programme, spectacle de voltige, de dressage et saut d'obstacles. Plus de 1200 élèves ont pu ainsi découvrir le monde de l'équitation. Reportage. Pour sa 3e édition qui aura lieu du 19 au 26 mai, la saison Jazz Festival promet d'offrir de beaux rendez-vous musicaux. Concerts, conférences, ateliers de création, chorales scolaires, le programme est très riche et vise tout type de public. À l'approche du lancement du festival ce vendredi, une conférence de presse a été donnée ce matin. Plus d'informations à la fin de votre journal. 2 ans après un mouvement de grève des plus tendus, la société Colas semble à nouveau dans l'impasse. En effet, après une semaine et demie de grève, les négociations n'ont toujours pas débuté entre salariés et la direction. Pire, les tensions sont devenues telles que ce matin, des salariés en grève et des dirigeants ont failli en venir aux mains. Un huissier est même arrivé à Mayotte afin de constater la situation. En clair, sans une intervention rapide des autorités, ce conflit risque de prendre une drôle de tournure. Le point signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimley. Depuis lundi qu'il est venu là, moi je l'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, vous êtes venu là, vous provoquez les salariés. Je te demande, va voir tes collègues, nous appeler, s'asseoir sous la table, ouvrir une négociation. L'ambiance était électrique ce matin du côté de la Colas. Le commissaire de police s'est d'ailleurs rendu sur place pour tenter de calmer les esprits. En effet, depuis une semaine et demie, les négociations restent au point mort, ce qui a le don d'envenimer les choses. La situation est calme jusqu'à maintenant. La direction, il est là, il ne nous appelle pas, ils ne disent rien du tout. Du coup, nous, aujourd'hui, on va mener notre stratégie dans la société. Parce que c'est inadmissible que les chefs ils sont là, les salariés sont là. Ils sont prêts à payer des gens de sécurité, 300 000 € à l'agent de sécurité, mais leurs salariés, non. Plus de 15 agents de sécurité ont été embauchés par l'entreprise afin d'éviter tout débordement. Une provocation de plus selon les syndicats qui attendent toujours un signe de la DIECT. Pour l'instant, la DIECT, j'en ai aucune idée de leurs nouvelles. Ils étaient passés nous voir une fois, c'était un vendredi. Du coup, jusqu'à maintenant, c'est au point mort. Ils ne sont pas revenus envers nous non plus. On n'a pas de nouvelles. Ils nous ont rien dit. Ils nous ont dit tout simplement qu'ils vont essayer de joindre notre directeur à la réunion pour pouvoir en parler avec lui. Et puis, ils reviendront, elles reviendront envers nous pour nous expliquer où ça n'est arrivé avec la discussion, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de nouvelles. Si certains espèrent une intervention rapide de la DIECT, pour d'autres, l'affaire est entendue et il ne faut compter que sur le rapport de force. La DIECT, ils mangent ensemble avec la Colas, avec le préfet. Ces gens-là, ils mangent tous ensemble. Du coup, nous, ils sont venus là. Nous-mêmes, on leur dit que la DIECT, nous, on n'a pas confiance à la DIECT parce que la DIECT mange ensemble avec le directeur de la société Colas. A noter qu'un huissier est arrivé ce jour à Mayotte afin de constater la situation. Ce nouveau conflit ressemble donc à s'y méprendre à celui de 2015.
À la fin de ce dernier, 2 délégués syndicaux avaient fait l'objet de licenciements après avoir perdu leur sang-froid. Brahima Hamada, délégué syndical CGT à la Colas, vous venez de voir le reportage avec nous. On a vu, les images montrent une ambiance très tendue. On a même failli en venir aux mains à un moment donné. Aujourd'hui, clairement, entre la direction et les salariés grévistes, toujours pas de négociation ouverte. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas une négociation. Parce que la semaine dernière, ils n'étaient pas là. Aujourd'hui, ils sont tous là. Le chef matériel, il est venu. Depuis qu'il est là, depuis lundi, la tension monte. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Lundi, lui, qu'il est venu, il a démarré un camion, il voulait foncer devant la foule. Les salariés, ils ont dit, tu vas pas sortir avec le camion. Toi, tu n'es pas embauché ici pour conduire des camions, mais tu es le chef de parc. Du coup, tu laisses le camion, tu appelles le salarié, il vient chercher le camion pour sortir, mais pas toi. C'était un camion de ETPC. Aujourd'hui, il a fait un changement, il a pris un camion de Colas. Du coup, là, les tensions montées, on l'a expliqué. Les salariés, ils ont expliqué que au lieu d'appeler les délégués, de négocier, toi, tu prends un camion, tu sors, tu provoques les gens, que tu fais comme en 2015. Du coup, les salariés, ils ont dit qu'on a déjà compris votre stratégie. Vous voulez licencier les personnes qui sont tout près de nous. Mais vous, vous n'êtes pas là pour nous donner des avantages. Lui, il nous a répondu que lui, il est chef des matériels, mais il n'est pas chef des salariés. Du coup, moi, c'est là où que moi, j'étais vraiment touché. Je dis, mais qu'est-ce qu'il vient de me dire là devant les salariés? Moi, le syndicat, je suis là, au lieu de m'appeler, il vient de me dire ça. Je lui dis, alors tu descends dans le camion, on va faire une marche. Comme ça, tu vas comprendre que les salariés, ils en ont marre de votre comportement ici dans la société Colas. Alors du coup, un autre événement est survenu qui a encore provoqué la colère des grévistes. Mais oui, c'est ça. Lui, depuis qu'il est là, en plus, je sais pourquoi ils font ça. Leur huissier, il est là. Le même de 2015, il est là. Là, ils préparent leur dossier. Jusqu'à là, ils sont encore là-bas en train de préparer leur dossier. Là, ils vont contacter la DECT et c'est sûr, ils vont nous attaquer derrière. Parce qu'ils cherchent les entraves pour dire que les grévistes, ils ont fait des entraves ou machin dans la société. Il faut les licencier et la DECT va appuyer le dossier derrière et le préfet. Et le licenciement sera accepté. Alors, on se rappelle lors du mouvement de 2015, l'intervention des élus ici à Mayotte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà eu certains d'entre eux qui vous ont contacté pour vous soutenir notamment? Non, mais les élus marchent ensemble, avec la Colas. Pour vous, aujourd'hui, vous vous retrouvez seul dans ce conflit? Bien oui, on le trouve seul, nous, le syndicat, on se trouve seul dans ce conflit. Parce qu'en 2015, c'est vrai, on a fait, les élus sont venus, ils ont intervenu, mais derrière les licenciements, qui les a fait? Pourquoi les élus ne sont pas intervenus? Nous, ce qu'on demandait, c'est qu'on ne demandait pas de la guerre, mais on demandait le bien des salariés. Du coup, aujourd'hui, on demande le bien des salariés dans la société Colas. Nous, il n'y a pas une évolution. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'évolution pour nous, les Mahorais. Du coup, cette société nous fait souffrir dans la société, mais il y en a d'autres qui sont à l'aise. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on dit non, stop. Et ça tombe bien que cette année, ce sont des jeunes. C'est pas comme en 2015, il y avait beaucoup de vieux. Aujourd'hui, ce sont des jeunes qui sont là. Ils voient que eux, ils vont faire comme leurs parents ou bien leurs grands-frères qui étaient là. Ils disent non, on ne veut pas être comme eux. Alors justement, aujourd'hui, on a vu, la grève s'est durcie au fur et à mesure que le temps passe et plus d'une semaine de mouvement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Est-ce qu'aujourd'hui, vous comptez arrêter ou encore durcir encore plus les choses? Non, là, aujourd'hui... Vous avez prévu d'autres actions? Non, oui, il y a d'autres actions qui sont prévues. Comme ce soir-là, cet après-midi, vers 16h, les salariés ils ont appris que la direction, il était là en pleine réunion, sans nous. Du coup, ils sont montés à la direction, devant la porte, en disant « Aujourd'hui, vous ne sortez pas d'ici tant que vous n'appelez pas les délégués pour discuter. » Du coup, là, ils sont sortis dehors. Il y a le responsable de Topo, il a pris la voiture. Le chef du centre, Romer Cartron, il a donné l'ordre de foncer devant la foule. Du coup, il a foncé devant la foule. J'ai la vidéo, j'ai la preuve, je peux vous le donner. Vous allez voir que c'est inadmissible, ces gens-là, comment ils nous traitent là-dedans. Romer Cartron, ça fait 10 ans qu'il est là. Au lieu d'accompagner ses collègues au frisson des Mahorais, lui, il fait que la dictature là-dedans. Alors justement, est-ce que d'autres syndicats sont justement autour de vous? Est-ce que la CGT, d'autres aujourd'hui sont prêts à vous soutenir et pour obtenir gain de cause? Non, mais je vous dis qu'ici, la Colas, il est fort, il a tous les moyens. Les autres syndicats ils ne sont même pas là. Les délégués de force ouvrière, CSMA-CFDT, ils sont pas là. Ils sont tous pris des congés pour quitter le site. Parce qu'on va réclamer, la société ne veut pas qu'on fait une grève de la société Colas pour réclamer quelque chose.
Du coup, ils ne sont pas là. Ils sont tous partis. Pour moi, ce ne sont pas des syndicats. Ce sont des syndicats d'intérêt personnel. Mais pas les syndicats pour tous les salariés pour avoir quelque chose. Donc on a compris, la grève continue tant que vous n'aurez pas obtenu gain de cause, Boraïma. C'est bien ça, hein? Ah bien oui, c'est bien ça, la grève continue. Et j'appelle tous les salariés qui sont menacés par le chef, ils doivent faire grève chez eux, ne pas venir ici pour diminuer la foule. Je leur appelle que c'est leur intérêt. S'ils baissent les bras aujourd'hui, demain, il n'y a personne qui va prendre leurs bras, le mettre en haut pour réclamer leurs droits. Du coup, je les appelle demain en masse de venir en grève, ne pas écouter ces gens-là parce qu'ils n'ont rien à foutre de nous. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation sur le plateau, Boraïma. Je rappelle que vous êtes délégué syndical CGT à la Colas. Merci. Et depuis le 7 avril dernier, l'eau potable coule à nouveau quotidiennement dans tous les robinets de l'île. Sauf que pour le collectif des assoiffés du Sud, les choses sont encore loin d'être réglées. En cause un récent message de la SMAE faisant état d'un relevé de compteurs à venir, de quoi provoquer la colère des habitants. Ce matin, nous recevions l'une des membres du collectif qui a évoqué ses inquiétudes, mais également la suite des événements. Le point dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimney. Cela fait plus d'un mois que les coupures d'eau ont cessé, mais la colère reste vive du côté des assoiffés du Sud. En cause un récent message de la SMAE concernant les relevés de compteurs à venir. Je crois qu'il y a un communiqué qui a été envoyé par la SMAE, oui, comme quoi ils vont passer faire les relevés de compteurs dans chaque habitation. Oui. Mais je dis tout simplement que ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est la méthode qui ne nous convient pas du tout. Il n'y a pas eu de dialogue avec la SMAE. Il n'y a pas eu de discussion depuis le début de cette histoire. Aucun élu n'a levé la voix pour dire « voilà, maintenant, il faut qu'on discute pour trouver une solution ». Du jour au lendemain, on nous envoie un texto. C'est quand même bien calculé pour nous dire, nous terroriser, même de nous faire peur en disant « attention, on va passer chez vous pour faire des relevés de compteurs. Donc, faites-nous quand même signe pour nos agents. » Et nous disons que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. En effet, la question du règlement des factures est toujours d'actualité et le collectif réclame à ce que des négociations interviennent pour trouver des solutions face aux services non rendus. Pour parler de remise, il faut bien qu'il y ait deux parties. Ouais. Il y a un contrat entre la SMAE et la population de Mayotte. Ce contrat-là n'a pas été respecté, du début jusqu'à la fin. Ouais. La moindre des choses, c'est de venir discuter avec nous. Nous n'avons pas, comment dirais-je, une situation juridique peut-être, mais nous représentons la population du Sud. Cette population, elle doit être représentée. Les assoiffés du Sud se posent aujourd'hui comme les défenseurs de la population. Ils se plaignent de devoir prendre le relais en lieu et place d'élus très discrets sur le sujet. Quant à la suite des événements, Safina Soula Abdallah n'exclut pas le retour d'Action Coup de Poing dans les prochaines semaines. Et nous n'avons pas peur de qui que ce soit. Nous avons des actions que nous allons mener. Et la population... Il faut s'attendre à des actions pour l'instant, je vous dis juste que la population nous interpelle vivement depuis que ce message est passé. Ouais. Il n'y a pas plus longtemps que la semaine dernière, ils nous ont appelé comme quoi il y a eu des coupures d'eau, je crois, depuis Porwani jusqu'à Mzouazia. Il y a eu un souci. Vous imaginez les gens, la peur qu'ils ont eu dans leur ventre en disant comment se fait-il qu'on n'a pas d'eau? Ils n'ont pas appelé la SMAE, ils nous ont appelé nous. Ça veut dire que pour eux, nous sommes leurs référents. Sur cette question d'eau. Donc, les tuyaux qui sont cassés, comment expliquer ça? Parce que tout simplement, le réseau, il est vétuste. Il faudra trouver un moyen de regarder. Donc, il y a des vraies questions auxquelles il faudra y répondre. Alors que la saison sèche a débuté, la crise de l'eau reste toujours d'actualité. Demain, une nouvelle réunion du comité de suivi doit se tenir et le collectif espère bien prendre part aux discussions. Et je me tourne maintenant vers notre deuxième invité, Elad Chakrina, candidat pour les Républicains à la législative. Elad Chakrina, vous venez de voir le reportage avant de parler de votre programme. Votre réaction sur ce qui vient d'être dit? Je pense que cette colère est tout à fait légitime et normale. Nous savons que le sud de Mayotte a tout de même manqué d'eau pendant plusieurs mois. Et la question, évidemment, des factures est centrale. De savoir est-ce que oui ou non, parce qu'on n'a pas eu d'eau, est-ce qu'on doit payer sa facture? Je crois qu'il doit y avoir un geste en ce sens. Il me semblait que, pour un peu avoir eu connaissance de quelques éléments de cette affaire, que c'était un peu une discussion entre
le président du SIAM et la SMAE, puisque le président du SIAM qui lui souhaiterait que ne puisse pas y avoir de paiement de facture. Donc il me semble que la balle est dans le camp de la SMAE, et à juste titre, même si c'est une société qui fonctionne par justement le recouvrement des factures, mais comme l'a dit la dame à juste titre, il y a bien en effet une prestation qui doit être accomplie. Lorsqu'une prestation n'a pas été réalisée, je crois qu'il faut en tirer les conséquences. Alors venons-en maintenant à votre candidature. On l'a dit, vous êtes candidat dans la circonscription 1. Alors aujourd'hui, les Mahorais attendent beaucoup de nos parlementaires, en tout cas ceux qui vont être élus. Aujourd'hui, quelle est votre proposition pour Mayotte, et là notamment votre projet phare? Ce que je veux avant tout, c'est défendre bien sûr les intérêts des Mahorais et de Mayotte à l'Assemblée nationale. La première de priorité, c'est avant tout l'insécurité, la lutte contre l'insécurité. Vous savez, vous connaissez mon combat dans ce domaine, puisque cela nous a tous frappés. C'est avant tout le cancer qui ronge Mayotte, puisque à cause de l'insécurité, vous n'avez plus d'attractivité du territoire par justement le personnel public, vous n'avez plus d'attractivité par justement les investisseurs privés, et pire, ceux qui sont ici repartent. Donc l'objectif, c'est avant tout de plaider la cause de Mayotte pour qu'il y ait davantage de brigades de gendarmerie. Vous savez que nous en avons seulement 5 sur le territoire, un commissariat également. Cela est bien entendu largement insuffisant, puisque nous sommes 220 000 habitants officiellement, même si nous sommes plus de 400 000. Le rapport de la Cour de compte de 2016, de janvier 2016, dit clairement que nous serons 344 000 en 2030. Donc il faudra compter le double, je pense, officieusement. Nous serons plus de 600 000. Gouverner, c'est prévoir. Donc prévoir avant tout que les problèmes vont s'intensifier. Il va y avoir davantage d'insécurité, davantage évidemment de pénurie d'eau, davantage de demandes de scolarisation, davantage de demandes de soins. En tout cas, les priorités seront très très importantes. Donc l'insécurité, la lutte contre l'insécurité avant tout, plus évidemment le volet répressif et aussi le volet préventif. À cela se rajoute le fait qu'il est très important que Mayotte puisse avoir un nouveau modèle de développement économique et social. Ce que j'entends par là, c'est qu'il est évidemment bien entendu prioritaire qu'il puisse y avoir des investissements dans les infrastructures de base. C'est ce que le pacte pour la départementalisation avait prévu en décembre 2008. C'était une feuille de route dotée de Mayotte déjà d'infrastructures pour obtenir de l'eau potable. Donc que ce soit des usines de dessalement, que ce soit des retenues collinaires, obtenir aussi des hôpitaux supplémentaires, des écoles, des routes dignes de ce nom pour pouvoir désenclaver le territoire. De ces infrastructures de base, il est ensuite très important que nous puissions évidemment utiliser tous les leviers possibles pour créer de la richesse et donc pour permettre à Mayotte d'exporter des biens qui ont une forte valeur ajoutée. Pour cela, évidemment, il s'agit de plaider différents dossiers auprès des ministères concernés. Parmi les dossiers en question, c'est de miser par exemple sur la piste longue. 220 millions d'euros, il nous faudrait. La piste longue peut être financée par des partenaires privés et publics, le partenariat public-privé, je l'ai toujours dit. Ça peut se faire, et très rapidement en plus. Évidemment, ce qu'il faut, c'est avant tout de la volonté politique, et il faut aussi évidemment de l'ingéniosité. À cela se rajoute évidemment le fait d'investir dans l'industrie halieutique, ce que je l'ai aussi souvent dit. Il faut que nous puissions avoir une transformation des produits de la mer, comme aux Seychelles où ils ont une industrie tonnière, pour que nous puissions également exporter et évidemment obtenir des recettes de par ces exportations. Alors ça c'est le volet en tout cas en matière d'investissement, donc ce qui signifie qu'on aura besoin de crédits supplémentaires, et je vais aussi en terminer là. Il est très important également de lever tous les obstacles normatifs. Quand je dis obstacles normatifs, c'est ce qui nous freine. Nous avons besoin d'une zone franche. Il faut étendre justement la loi du 27 mai 2009 relative au développement des économies des Outre-mer, qui prévoit des zones franches dans les Outre-mer et non à Mayotte. Il faut également modifier le décret du 9 septembre 2009 qui prévoit une cession des parcelles aux particuliers, les parcelles de l'État dans les zones de 50 pas géométriques, mais sous condition évidemment de paiement. Et cela, je crois que lorsqu'un terrain justement est trop cher pour une population qui est dans une situation très difficile, puisque les Mahorais en moyenne, plus de la moitié des Mahorais vivent avec moins de 348 € par mois, c'est le rapport de la Cour de compte qui le dit. Par conséquent, un décret comme celui-là de 2009, il est impératif qu'il y ait cette cession de parcelles, mais à titre
gratuit. Alors les propositions que vous venez de faire, d'autres ont fait quasiment les mêmes, d'autres candidats. Aujourd'hui, en quoi vous seriez le meilleur candidat pour Mayotte, le meilleur représentant? Il faut de la détermination, mais il faut aussi un minimum avoir montré qu'on a pu s'impliquer ou réaliser des éléments, même avec le peu de moyens qu'on peut avoir. J'ai créé le COSEM, Conseil de quartier pour la sécurité de Mayotte, sans un centime, sans un denier public. Et je peux vous garantir que là où on a pu en mettre en place cet instrument, la population a senti des changements justement. Alors c'est bien beau de venir vous sortir, justement, c'est bien beau de venir vous dire devant les plateaux de télévision que on peut tout faire. Si vraiment on pouvait tout faire, ceux qui veulent ces postes-là, pourquoi est-ce que dans ce cas-là nous sommes dans un tel état sinistré actuellement? Pourquoi vous arriverez Parce que je sais que comment fonctionne justement ce genre de dossier dans les instances parisiennes. Vous savez, quand on est aussi avocat à Paris, on connaît un minimum à peu près certaines pistes. Je suis juriste. Je sais que ces dossiers-là ont besoin d'avoir une certaine technicité en droit. C'est très important. Par ailleurs, il est très important aussi, évidemment, d'avoir une connaissance des dossiers locaux pour être l'interface entre les administrations parisiennes, ministérielles, et les collectivités territoriales. Nous avons la chance en plus actuellement d'avoir justement un conseil départemental avec lequel je travaille énormément. Et vous savez que le Premier ministre actuellement est des Républicains, le ministre de l'économie également, le ministre du budget également. Donc je pense qu'il serait intéressant à ce moment-là d'avoir davantage de députés républicains à l'Assemblée nationale pour porter ces dossiers-là auprès du Premier ministre, mais aussi auprès du ministre de l'économie. Ce sont des personnes qui seraient, à mon avis, beaucoup plus à l'écoute des dossiers de Mayotte, sachant que, bien sûr, nous sommes de la même formation politique, mais surtout, nous partageons les mêmes idées et valeurs. Donc, de par là, vous pensez être mieux entendu? Évidemment, je crois que quand on a une vision commune et similaire, cela facilite les relations, on va dire, dans le traitement des dossiers. Et c'est très important. Actuellement, nous savons que nous avons besoin d'urgence, de crédits supplémentaires pour pallier à l'insuffisance budgétaire. Le Conseil général souffre justement de ces absences d'investissement et de crédit, et je crois que nous pourrions parfaitement parvenir à une solution avec justement ces personnes dont je vous ai citées. Merci beaucoup Eled Chakrina. Je rappelle que vous êtes candidat aux législatives dans la circonscription 1. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et autre sujet à présent, c'est bientôt la fin de l'année scolaire et comme chaque année durant cette période, de nombreuses sorties sont réalisées par les différents établissements scolaires de l'île. Et parmi les lieux les plus prisés, le centre équestre d'Ajangwa. Ce mardi, l'établissement a ouvert ses portes à une dizaine d'écoles de l'île et à des associations accueillant des personnes en situation de handicap. L'occasion pour les petits et les grands de découvrir le monde du cheval et les activités proposées par le sport équestre. Les précisions avec Sony Chamsidine. Journée portes ouvertes au centre équestre de Ajangwa pour les scolaires. Ce mardi, près de 1200 enfants issus d'une dizaine d'établissements étaient présents pour cette grande fête du cheval. Pour la 6e édition, le centre équestre et l'association des cavaliers de Mayotte organisent son dîner spectacle comme tous les ans. Et en fait, aujourd'hui, pour la 2e année consécutive, on a ouvert les représentations à tous les scolaires, toutes les écoles de Mayotte qui ont voulu venir voir un peu le monde du cheval et le spectacle vivant. Au programme, plusieurs numéros de voltige, de dressage ou bien encore de saut d'obstacles étaient proposés à un jeune public visiblement ravi du spectacle. Ils ont bien représenté le spectacle, désolé. J'ai bien aimé, il n'a rien à dire pour l'instant. J'ai aimé quand ils ont fait des poses sur les chevaux. J'ai aimé qu'ils fassent les petits tours avec les chevaux et la danse des deux. C'est que la danse du poney que j'ai aimé. Des festivités dont l'objectif est de faire découvrir l'univers du cheval. Une activité pas assez reconnue au sein de l'île au lagon. Malheureusement, c'est encore un peu trop connu. Bon, on est le seul centre équestre de l'île, donc c'est vrai qu'on essaye par tous les moyens de se faire connaître, par toutes les actions qu'on fait, que ce soit au niveau du poney pour tous, que ce soit sur la compétition, parce qu'on est parti en compétition à La Réunion au mois de mars. Voilà, donc on fait du sport, on fait du loisir, on fait de la compétition. Les gens ont encore du mal à venir nous voir d'eux-mêmes. Sachez que voilà, on est ouvert à tous. L'équitation, une discipline pourtant inscrite aux Jeux Olympiques, dont Paris est candidate pour 2024.
Une candidature française défendue à Mayotte par les petits et grands, en couleurs et chorégraphie. Voyons maintenant ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce mercredi 17 mai. Je vous en propose un petit tour d'horizon tout de suite dans l'actualité en bref. La nouvelle vient de tomber et elle concerne le secteur du tourisme à Mayotte. En effet, un hôtel 3 étoiles devrait voir le jour dans l'enceinte aéroportuaire. Prévu depuis 2014, jusqu'alors plusieurs freins avaient empêché la finalisation du projet. Pour l'heure, les informations restent relativement floues, mais Yves Christophe, le directeur de l'aéroport de Dzaoudzi Pamandzi, affirme que la convention d'occupation temporaire vient d'être signée. La structure d'une capacité de 80 chambres devrait être construite sur une parcelle bord de mer de 5500 m², faisant face au lagon. Piscine, espace détente, l'établissement est prévu pour répondre aux standards internationaux et sera équipé des dernières innovations technologiques. De quoi ravir tous les voyageurs souvent confrontés au manque de place dans les hôtels de petite terre, alors même que certains avions décollent à l'aube. Après l'annulation de la mise à pied du régisseur du comité d'entreprise MCG, les choses semblent rentrer dans l'ordre du côté de Longoni. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était temps, car certains rayons de magasins commençaient à inquiéter commerçants et populations. En effet, de nombreux produits, dont certains de première nécessité, sont actuellement introuvables dans la plupart des petites et grandes surfaces. Depuis hier, les livraisons ont repris, mais la situation ne devrait pas rentrer dans l'ordre avant plusieurs jours, voire avant le début du ramadan prévu le 27 mai prochain. Inquiétant lorsque l'on sait qu'en cette période de l'année, la consommation augmente considérablement. Reste maintenant à espérer que l'anticipation aura été suffisante pour éviter que les pénuries ne frappent l'île au lagon durant ce mois sacré de Ramadan. À l'appel du syndicat CFDT, un mouvement de grève pourrait démarrer dès le 22 mai prochain au CHM. De son côté, le syndicat Sud Santé Sociaux Mayotte a rencontré le vice-président du conseil départemental chargé de la santé et de l'action sociale. Après une rencontre avec l'ARS, le syndicat a de nouveau attiré l'attention sur le déficit d'offres de soins, avec un effectif très insuffisant de personnel qualifié au niveau de la santé et l'action sociale. Il a été demandé au département d'assumer pleinement ses responsabilités en matière de formation professionnelle et la prévention aux risques liés à la santé. Face à ces doléances qui ne sont pas nouvelles, Issa Abdou Issa s'est engagé à s'impliquer davantage dans l'organisation pour s'assurer de l'application des conventions signées avec les partenaires et les améliorer si nécessaire afin de valoriser les élèves du département. Des promesses ont été faites donc, et le syndicat attend désormais que tous les partenaires s'impliquent, chacun dans leur champ de compétences, afin de contribuer ensemble à la recherche de solutions. Et on termine maintenant ce journal en musique avec la saison festival Jazz Festival qui revient du 19 au 26 mai prochain. Pour sa 3e édition, l'événement promet de beaux rendez-vous musicaux, concerts, conférences et ateliers de création. La programmation est très riche. À l'approche du lancement du festival, une conférence de presse a eu lieu ce matin. L'occasion pour nous faire le point sur cet événement fédérateur. Les précisions avec Adèle Laurent. Des rencontres humaines et artistiques. Voilà comment on pourrait définir la saison Jazz Festival. Et la 3e édition se décline autour d'un thème, la voix. Ainsi, le festival présentera les grandes voix de Mayotte, mais aussi d'artistes venus de l'océan Indien et d'Europe. Pour les concerts, il y a différents styles de musique et naturellement, on essaie d'offrir plus de choix pour satisfaire le public. Le jazz rassemble. Quand on regarde rapidement l'histoire du jazz, le jazz est parti des États-Unis, mais du jazz partout maintenant. Et cet esprit fédérateur, c'est avec ça qu'on part, c'est avec ça qu'on travaille ici à Mayotte. En effet, le festival a également pour but de valoriser les formes musicales traditionnelles de Mayotte, comme le shigoma, et de favoriser la création d'une forme de jazz unique à l'île. Et on ne peut pas parler de musique sans aborder la voix, fil conducteur de ce festival. Le 25 mai à 20h, le CUFR de Dembéni accueillera les artistes pour une soirée assez spéciale, celle de la voix des femmes. Mayotte, c'est la femme et
un des piliers de notre histoire. Donc la voix de la femme, c'est quelque chose qu'il faut développer et faire comprendre et faire entendre aussi la voix des femmes. En plus de différentes manières, hein. La voix des femmes, c'est pas seulement politique. Elle est artistique, elle est familiale, elle est culturelle et tout. Donc la voix de femme, c'est un thème qui ne peut que me réjouir. Le festival a également pour objectif de diffuser le jazz et notamment auprès des jeunes Mahorais. C'est pourquoi un partenariat a été mis en place avec le vice-rectorat afin de faire participer les chorales scolaires au travers de concerts. Des ateliers de création sont également programmés avec des artistes de Mayotte et d'ailleurs et les jeunes des maisons de quartier de Majicavo. Au programme, un échange entre danseurs et musiciens. Le président de l'association de lutte contre la délinquance à Majicavo Koropa nous en dit plus. La musique, ça peut apporter beaucoup de choses, surtout au niveau des jeunes. C'est important pour nous parce que déjà à Majicavo, ce qu'il paraît, c'est parmi le village important de la commune. Du coup, il y a pas mal de la délinquance et tout. Du coup, ça serait bien qu'on participe aussi au festival là. Un festival qui touche différents publics. Et pour cause, les concerts auront lieu dans différents endroits de l'île, dans un souci d'ouverture et de diversité. En effet, la volonté des organisateurs du festival, constitué uniquement de bénévoles, est à terme de couvrir l'ensemble de l'île. Malgré tout, un problème majeur se pose sur Mayotte, celui de faire perdurer les projets. Le problème, c'est un problème de financement, tout simplement. Qui est très très dur. Les financiers se décident pas ou ils tardent à se décider, sauf que on sait très bien ce festival, depuis 3 ans maintenant, entraîne des milliers d'élèves, des milliers de publics, et c'est quelque chose de fédérateur, c'est quelque chose de pédagogique, c'est quelque chose qui d'épanouissant. Alors je renouvelle mon appel à ce que tous les partenaires, même un individu tout simplement, peut apporter une petite pierre à l'édifice. Mettre en lumière les talents locaux et d'ailleurs rassembler autour de la musique et créer un moment convivial tout en valorisant les échanges et les mélanges. Le lancement aura lieu ce vendredi à 20h au CUFR de Dembéni avec les belles voix polyphoniques des Selkies, la voix explosive de S. Benadj et les musiciens du groupe Monique Njava. Quant à la programmation complète, elle est à retrouver sur la page Facebook de la Saison Jazz Festival. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec à 6h30 sur le plateau Thierry Lizola du syndicat de police Alliance. Il sera sur notre plateau pour parler de cette affaire de drogue à la PAF. À 7h, ne ratez pas le débat entre Michel Taillefer et Thierry Gallarme. Et enfin, à 7h30, la parole sera donnée à Henli Madi du Front National et ce dans le cadre des législatives à venir. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.